Jean-Louis Roca, notre invité. Bonjour monsieur, vous êtes sinologue, directeur de recherche au CERI et professeur à Sciences Po. On va revenir avec vous sur ce statut spécial, cette région administrative spéciale qu'est Hong Kong jusqu'en 2047. C'est ce qu'avaient conclu à l'époque Londres et Pékin en 1984. C'est une déclaration conjointe qui avait été faite. Quel est ce statut spécial qui va donc encore courir pour 30 années? Alors effectivement, il y a eu une déclaration entre Margaret Thatcher et Deng Xiaoping. C'est une autre époque. Ne rajeunit pas. Et en 90, on adopte une loi effectivement fondamentale où on crée un drôle de régime d'une certaine façon, c'est-à-dire Hong Kong redevient pleinement chinois et en même temps a un statut politique, économique et social, évidemment tout à fait particulier avec une large marge d'autonomie. Donc ce système a fonctionné relativement bien jusqu'à il y a 5 ou 6 ans où là il a commencé à avoir des tensions entre les deux composantes, disons. Jusqu'à maintenant tout allait bien parce que Hong Kong profitait à la fois de ce statut où il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait sur le continent en matière d'investissement, etc. Beaucoup investi notamment dans le domaine industriel. Il n'y a plus d'industrie à Hong Kong. Profiter aussi évidemment de ce rôle de sas entre les deux. Évidemment, Pékin aussi était content de ce statut puisque finalement Hong Kong redevenait chinois sans qu'il y ait des problèmes majeurs. Il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé le fait que Pékin s'est développé entre-temps. Enfin, le reste du continent s'est développé avec le temps, donc se passe de plus en plus d'une certaine façon de Hong Kong. Shanghai est monté en gamme, etc. Qu'il y a eu des tensions entre les Hongkongais et les gens du continent parce que Hong Kong est chinois, donc beaucoup de gens du continent se trouvent à Hong Kong. Il y a des tensions notamment sur le plan culturel, sur le plan linguistique, les Hongkongais se considérant un petit peu comme des gens au-dessus d'une certaine façon des continentaux, une question un peu d'aristocratie d'une certaine façon. Et puis évidemment l'arrivée aussi de Xi Jinping qui, lui, veut recentraliser, rappeler que ce qui est important en Chine, c'est le parti, c'est la nation, crée évidemment des tensions parce que du côté de Hong Kong, évidemment, on veut continuer à avoir ce statut tout à fait particulier. Donc, évidemment, très rapidement, dès les années 2012-2013, il y a des tensions très fortes entre les deux entités. Et alors, il y a une véritable fièvre identitaire, une envie de démocratie. Ça a bloqué au niveau du suffrage universel puisque la Chine voulait dire « Ok, tout le monde peut aller voter, mais tout le monde ne peut pas se présenter. » Finalement, statu quo, 1200 grands électeurs élisent la chef de l'État. Carrie Lim, aujourd'hui, qui est-elle ? Alors, Carrie Lim, c'est un produit un peu de l'élite, on peut dire, hongkongaise, c'est-à-dire ceux qui tiennent Hong Kong, c'est des gens qui eux n'ont pas peur finalement pour l'avenir de Hong Kong parce qu'ils ont un pied sur le continent, ils ont un pied dans le monde entier, ils sont citoyens du monde, ils font partie de cette élite internationale d'une certaine façon. Donc des gens qui sont très impliqués dans les affaires, évidemment, et qui sont très impliqués, évidemment, dans les cercles dirigeants pékinois. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi sur le plan, disons, de la démocratie, c'est que bon, c'est vrai qu'il y a une explosion de l'intérêt pour la politique à Hong Kong, ce qui est nouveau depuis 5 ou 6 ans, mais en même temps, il faut rappeler que Hong Kong, c'est aussi une bonne moitié de la population qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, qui vit pour la moitié aussi dans des logements sociaux parce qu'ils ne peuvent pas payer les loyers qui sont actuellement qui fonctionnent aujourd'hui à Hong Kong, et donc une moitié de la population qui n'est pas très intéressée par la politique, mais qui s'occupe évidemment essentiellement de la survie. Alors, mais il y a quand même une jeune génération, de Joshua Wong, qui lui est plutôt partisan de l'autodétermination après 2047. Voilà, il y a aussi les indépendantistes. Quel est leur poids aujourd'hui en Hong Kong ? Alors voilà, c'est-à-dire ce qui est apparu, c'est dans la jeunesse, on pourrait dire, dans les milieux, je dirais, intellectuels, mais qui ne font pas partie de l'élite, on pourrait appeler ça le upper class un petit peu, mais qui ne fait pas partie de l'élite, une conscience que leur avenir commence à devenir un petit peu compliqué parce que précisément ce statut en 2047 sera remis en cause de toute façon. Mais Joshua, il aura 50 ans, il sera tout jeune encore. Exactement. Et donc se pose véritablement la question. Le problème de ce milieu, effectivement, qui réfléchit beaucoup et qui agit beaucoup, et c'est une surprise pour beaucoup, évidemment, c'est que ce milieu est extrêmement aussi tendu entre différentes tendances. Il y a les gens qui veulent simplement la démocratisation et qui pensent même à la limite encore, bien que ce soit de moins en moins vrai, que la démocratisation à Hong Kong pourrait entraîner la démocratisation sur le continent. Il y a des gens simplement qui sont des localistes qui voudraient que l'on soit moins dépendant sur le plan économique, parce que qui dit indépendance politique dit indépendance aussi économique, et il y a effectivement ce milieu indépendantiste. Le problème, c'est qu'ils ne s'entendent pas, évidemment, et que les conflits sont importants. Merci beaucoup, Jean-Louis Roca, pour votre analyse de la situation.